Le 28 décembre 2025, un pacte change brusquement de cap. Avec Vladimir Poutine, 47 pays africains annoncent une alliance mêlant défense et développement avec obligations militaires concrètes, financement dédié et transfert de technologie, et le récit affirme des premières conséquences visibles en 48 heures. Que révèle cette accélération sur la souveraineté recherchée et sur les rapports avec l'Occident, et pourquoi Ibrahim Traoré est-il présenté comme l'un des moteurs de ce basculement? Dans cette lecture, l'Afrique n'accepte plus des partenariats où ses intérêts passent après et cherche des accords respectés, capables de réorganiser sécurité, commerce et influence à l'échelle mondiale. Ce récit promet plus qu'une annonce diplomatique, il avance l'idée d'un changement de règles. Pour les pays signataires, l'enjeu affiché est clair: sécurité renforcée, marge de décision élargie, accès à des financements et à des technologies sans conditions politiques occidentales. Le bénéfice mis en avant tient en peu de mots: reprendre le contrôle stratégique et économique. Mais le risque accompagne immédiatement la promesse. S'engager dans un pacte militaire et financier de cette ampleur signifie accepter de nouvelles obligations, redéfinir des alliances existantes et exposer chaque État à des pressions externes accrues. Le texte insiste sur une rupture avec des décennies de domination étrangère, tout en reconnaissant implicitement que l'équilibre reste fragile. Cette bascule peut renforcer l'autonomie, mais elle peut aussi créer une dépendance différente, déplacée vers d'autres partenaires majeurs. À court terme, l'attention se porte sur les effets rapides annoncés. À moyen terme, la question centrale devient celle de la capacité des pays africains à préserver leur souveraineté réelle, tout en gérant les conséquences diplomatiques, économiques et sécuritaires de ce choix collectif. En 48 heures, le récit affirme que les premières conséquences sont déjà visibles. Des livraisons de systèmes de défense russes sont évoquées vers 12 capitales africaines, tandis qu'un transfert financier de 18 milliards de dollars en provenance de banques chinoises vers l'Union africaine est présenté comme un signal immédiat de crédibilité. Ce passage, qui sert de mini-révélateur, sert de point d'ancrage au reste de l'argumentation. L'idée centrale est que ce pacte n'est pas une déclaration symbolique, mais un mécanisme opérationnel combinant défense, financement et technologie. Le texte insiste sur la rapidité d'exécution pour souligner une rupture avec les processus diplomatiques traditionnels, souvent lents et conditionnels. Dans cette narration, la vitesse devient une preuve de sérieux. Le contexte s'inscrit dans une Afrique décrite comme longtemps soumise à des influences extérieures dominantes. Les partenariats occidentaux passés sont présentés comme asymétriques, marqués par des conditionnalités politiques et économiques. A l'inverse, l'alliance avec la Russie et la Chine est décrite comme fondée sur le respect mutuel et la souveraineté, même si cette affirmation reste déclarative. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un symbole plus que comme un technicien du pacte. Le récit le place au premier plan pour incarner une génération de dirigeants décidés à rompre avec les anciens équilibres. Sa posture est décrite comme ferme, assumant une prise de risque calculée au nom de l'autodétermination. Le cadre géopolitique élargi renforce cette lecture. En intégrant 47 pays, le pacte est présenté comme continental plutôt que bilatéral, ce qui lui confère un poids politique et symbolique supérieur. Il ne s'agit plus d'accords isolés, mais d'un front commun capable d'influencer la sécurité régionale et les relations internationales. À ce stade, le texte ne cherche pas encore à prouver la durabilité du modèle. Il prépare le terrain, pose les chiffres clés et suggère que la suite dépendra de la capacité de ces engagements à se traduire en transformations concrètes, au-delà de l'effet d'annonce. Pour comprendre l'impact précoce mis en avant, le récit change d'échelle et s'appuie sur des figures politiques plutôt que sur des institutions abstraites. Ibrahim Traoré est présenté comme l'un des visages de cette dynamique, non pour détailler des clauses techniques, mais pour personnifier une orientation politique assumée. À travers lui, le texte cherche à rendre lisible un choix stratégique collectif, en l'ancrant dans une trajectoire nationale, celle du Burkina Faso, souvent citée comme laboratoire de rupture avec les partenariats traditionnels. Les premiers effets évoqués restent concentrés sur deux domaines. D'un côté, la sécurité,
avec la promesse de capacités de défense accrues et d'une meilleure protection face aux menaces extérieures. De l'autre, la perception politique, car l'annonce d'actions rapides est utilisée pour envoyer un signal de crédibilité aussi bien aux populations qu'aux partenaires internationaux. Ces impacts précoces sont décrits comme psychologiques autant que matériels. Dans cette mise en scène, les peuples africains apparaissent non comme bénéficiaires indirects, mais centraux. Le texte suggère que la reprise du contrôle sécuritaire et économique pourrait se traduire par plus de stabilité et par une meilleure valorisation des ressources locales. Toutefois, ces bénéfices restent projetés, non mesurés, et reposent sur la continuité des engagements annoncés. Le rôle du personnage guide consiste alors à relier le court terme au long terme. En incarnant une posture de fermeté et d'autodétermination, Ibrahim Traoré sert de passerelle entre la promesse politique et ses conséquences potentielles. Le message implicite est que l'impact réel dépendra moins de la signature initiale que de la capacité à maintenir cette ligne face aux pressions externes. La question clé demeure simple. Ces impacts précoces annoncent-ils une transformation durable ou seulement un effet de signal destiné à marquer les esprits ? Avant la signature, le récit décrit une situation de blocage latent. Les partenariats existants sont présentés comme lourds, conditionnels et politiquement contraignants, avec une impression de dépendance prolongée. Les pays africains concernés apparaissent enfermés dans des cadres sécuritaires et financiers jugés peu efficaces face aux menaces régionales et aux besoins de développement. Dans ce contexte, la recherche d'alternatives stratégiques devient un levier politique autant qu'un argument de souveraineté. Tout se déclenche le 28 décembre 2025. La signature du pacte avec la Russie, associant 47 nations africaines, est décrite comme un acte collectif plutôt qu'une somme d'initiatives isolées. Ce choix est immédiatement présenté comme volontaire et assumé, rompant avec une logique d'attentisme diplomatique. Le texte insiste sur le caractère historique de l'accord, non par son existence formelle, mais par l'ampleur des domaines couverts: défense, financement, infrastructure et transfert technologique. Puis vient le point culminant qui intervient dans les heures et les jours qui suivent. Selon le récit, des livraisons de matériel de défense sont annoncées vers plusieurs capitales africaines, tandis qu'un soutien financier massif est transféré à l'échelle continentale. Cette accélération est centrale dans la narration. Elle sert à prouver que le pacte produit des effets immédiats et qu'il ne se limite pas à une promesse politique. La rapidité devient un marqueur de crédibilité et un contraste direct avec les pratiques diplomatiques antérieures. À ce moment charnière, Ibrahim Traoré est présenté comme l'un des acteurs qui assume publiquement cette bascule. Son positionnement est décrit comme ferme et symbolique, incarnant un refus explicite des anciennes dépendances. Le texte ne détaille pas son rôle opérationnel précis, mais l'utilise comme figure de proue d'un mouvement plus large vers l'autodétermination. À travers lui, la décision prend un visage et une voix reconnaissables. Ensuite, les rémanences apparaissent, le pacte est décrit comme déclenchant une série de dynamiques en chaîne. Réorganisation des priorités sécuritaires, redéfinition des flux financiers et repositionnement diplomatique face à l'Occident. Les partenaires traditionnels sont présentés comme contraints de réévaluer leur stratégie vis-à-vis de l'Afrique, désormais décrite comme un bloc plus cohérent et plus affirmé. Cette phase n'est plus celle de l'annonce, mais celle des ajustements globaux. En parallèle, le récit souligne que ces événements dépassent le strict cadre militaire. La promesse d'industrialisation, de contrôle accru des ressources et de développement des infrastructures est intégrée à la chronologie comme une conséquence logique du pacte. Les chemins de fer, ports et aéroports deviennent des symboles d'une projection à long terme destinée à transformer les économies africaines de l'intérieur. La ligne des événements se clôt sur une tension non résolue. D'un côté, la séquence décrite donne l'image d'une Afrique en mouvement rapide, capable d'imposer son agenda. De l'autre, elle ouvre une période d'incertitude où chaque étape future dépendra de la capacité des États à gérer leurs nouvelles alliances sans reproduire des formes de dépendance. La dynamique est lancée, mais son issue reste ouverte. Le cœur argumentatif du récit repose ici sur quelques repères chiffrés, utilisés comme preuve de rupture plutôt que comme démonstration exhaustive.
Le premier élément avancé est un changement de niveau, présenté comme un passage d'une situation antérieure jugée insuffisante à une capacité accrue en un temps très court. Avant le pacte, la sécurité du continent est décrite comme fragmentée, dépendante de soutien extérieur conditionnel et souvent retardé. Après la signature, le texte affirme un saut qualitatif, symbolisé par l'annonce de livraison rapide de systèmes de défense vers plusieurs capitales africaines. Le premier chiffre clé concerne ces livraisons annoncées vers 12 capitales. Ce nombre sert moins à mesurer un volume précis qu'à suggérer une couverture géographique significative. L'argument implicite est que la portée du pacte dépasse les accords bilatéraux ponctuels. En s'étendant à plusieurs centres politiques majeurs, l'opération est présentée comme continentale, capable de modifier l'équilibre sécuritaire régional. Le chiffre fonctionne comme un indicateur d'échelle et non comme un inventaire détaillé. Le second, repère quantitatif, est financier. Le transfert de 18 milliards de dollars vers l'Union africaine, attribué à des banques chinoises, est présenté comme un signal immédiat de crédibilité économique. Avant cet apport, le financement du développement africain est décrit comme morcelé, soumis à des conditionnalités et à des délais longs. Après, le récit met en avant un afflux massif et rapide de ressources, censé permettre le lancement de projets structurants. Ici encore, le chiffre joue un rôle narratif. Il incarne la promesse d'une autonomie financière renforcée, même si les mécanismes précis de répartition ne sont pas détaillés. Un troisième élément chiffré apparaît de manière plus diffuse à travers la formation annoncée de centaines de milliers de soldats africains par des instructeurs russes. Le texte évoque une montée en puissance sans précédent des capacités militaires du continent. Ce volume sert à suggérer une transformation structurelle plutôt qu'un simple renforcement ponctuel. Avant, les forces armées africaines sont décrites comme dépendantes d'appuis extérieurs limités. Après, elles sont présentées comme capables d'intervenir et de défendre la souveraineté nationale de manière plus autonome. Ibrahim Traoré est intégré à cette séquence comme point de cohérence politique. Le récit associe ces chiffres à une posture de fermeté et de décision rapide qu'il incarne symboliquement. Il n'est pas présenté comme l'architecte technique de ces transferts ou de ces formations, mais comme l'un des dirigeants qui assume publiquement l'ampleur des engagements pris. Sa présence permet de relier les données chiffrées à une volonté politique affichée, celle de rompre avec des modèles jugés inefficaces. Ces preuves quantitatives sont toutefois encadrées par une prudence implicite. Le texte n'offre pas de comparaison détaillée avec des périodes antérieures, ni d'indicateurs de performance à long terme. Les chiffres servent avant tout à établir un contraste narratif. Avant le pacte, lenteur et dépendance, après vitesse et affirmation. Leur fonction est de soutenir l'idée d'un basculement, pas de démontrer sa durabilité. En filigrane, cette approche pose une question centrale. Les chiffres annoncés suffisent-ils à transformer des structures complexes marquées par des défis internes tels que la gouvernance, la logistique ou la corruption ? Le récit suggère que le changement est enclenché, mais il reconnaît implicitement que la véritable mesure du succès ne pourra se faire qu'avec le temps, lorsque ces engagements se traduiront ou non en résultats tangibles pour les États et les populations. Ainsi, les preuves quantitatives jouent un double rôle. Elles donnent de la consistance au discours de rupture et alimentent l'idée d'une Afrique capable d'agir rapidement avec de nouveaux partenaires. Mais elles laissent aussi ouverte la question de leur traduction concrète, rappelant que le passage des chiffres aux transformations réelles reste l'étape la plus délicate. Deux critiques majeures émergent face à ce pacte, et le récit les reconnaît implicitement avant d'y répondre. La première soutient que l'alignement avec la Russie et la Chine risque de substituer une dépendance à une autre. Selon cette lecture, l'accès rapide à des équipements militaires, à des financements importants et à des technologies sensibles pourrait créer des obligations durables difficiles à renégocier. Les sceptiques rappellent que l'histoire des relations internationales est jalonnée d'alliances présentées comme égalitaires, mais qui ont fini par réduire la marge de manœuvre des partenaires les plus faibles. Dans ce cadre, la souveraineté affichée pourrait se heurter à des contraintes nouvelles, moins visibles, mais tout aussi structurantes. La seconde critique met l'accent sur la capacité d'absorption interne. Même avec des ressources financières et militaires accrues, les États africains doivent
composée avec des défis persistants, gouvernance fragile, conflits internes, corruption et limites logistiques. Les opposants estiment que des transferts rapides de capitaux ou d'équipements ne garantissent pas à eux seuls une amélioration durable de la sécurité ou du développement. Sans institutions solides et mécanismes de contrôle efficaces, ces apports pourraient produire des effets limités, voire accentuer certaines tensions existantes. La réponse du récit s'articule autour de 3 éléments factuels déjà avancés. D'abord, l'échelle collective du pacte. En regroupant 47 pays, l'accord est présenté comme un cadre multilatéral réduisant la vulnérabilité de chaque État pris isolément. Cette dimension continentale est utilisée comme contre-argument à l'idée d'une dépendance bilatérale classique. Ensuite, la rapidité d'exécution est mise en avant comme une rupture avec les pratiques antérieures, suggérant une capacité nouvelle à transformer des engagements en actions concrètes. Enfin, la combinaison défense-financement-technologie est présentée comme un levier intégré censé éviter les déséquilibres observés dans des coopérations limitées à un seul secteur. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des dirigeants qui assume publiquement cette lecture optimiste. Sa posture est utilisée pour répondre à la crainte d'un renoncement implicite à l'autonomie. Le récit insiste sur la notion de choix volontaire et collectif, plutôt que sur une contrainte subie. Cette réponse la plus solide ne nie donc pas les risques. Il reconnaît la possibilité de nouvelles dépendances et de limites internes, mais affirme que la nouveauté du pacte réside dans son ampleur, sa rapidité et sa logique de partenariat présentée comme respectueuse. La question reste ouverte. Ces éléments suffiront-ils à invalider les critiques sur le long terme ou seulement à les retarder ? Le récit opère ici un déplacement décisif du regard. Après avoir insisté sur la défense et la sécurité, il révèle que l'enjeu central se situe ailleurs, dans la capacité à transformer ces alliances en leviers économiques durables. La coopération militaire sert d'ouverture, mais elle n'est décrite que comme un socle. Ce qui change la donne, selon le texte, c'est l'articulation immédiate avec des financements et des projets d'infrastructure à l'échelle continentale. Cette révélation recadre l'ensemble de la séquence précédente. Les livraisons d'équipements et les formations annoncées ne seraient pas une fin en soi, mais un moyen de stabiliser l'environnement nécessaire à l'industrialisation. Le récit met en avant les chemins de fer, les ports et les aéroports comme véritables indicateurs de rupture. Ces infrastructures sont présentées comme des outils de désenclavement économique, capables de réduire les coûts de transport et de stimuler les échanges internes africains. Dans ce nouveau cadrage, Ibrahim Traoré apparaît comme un relais politique de cette vision élargie. Il est associé à l'idée que la souveraineté ne se limite pas à la défense, mais s'étend au contrôle des ressources et à la création de valeurs locales. Le pacte devient alors un instrument de projection économique autant que sécuritaire. Cette bascule change la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'Afrique peut se défendre autrement, mais si elle peut enfin structurer une croissance moins dépendante de l'exportation brute de ses ressources. Le cœur du débat glisse ainsi du court terme vers la transformation de fond. Les effets décrits prennent ici une forme plus tangible lorsqu'ils sont déclinés par groupe d'acteurs. Pour les États, le pacte est présenté comme un outil de rééquilibrage stratégique. La montée en capacité militaire annoncée vise à réduire la dépendance aux dispositifs de sécurité occidentaux et à renforcer la marge de négociation diplomatique. Dans ce cadre, la coopération avec la Russie et la Chine est décrite comme un moyen d'obtenir des engagements rapides tout en affichant une posture de souveraineté accrue dans les forums internationaux. Le récit suggère que cette nouvelle latitude pourrait permettre au gouvernement de défendre plus fermement leurs priorités nationales. Pour les entreprises, en particulier celles liées aux infrastructures, à l'énergie et aux matières premières, les conséquences projetées sont économiques. Les investissements évoqués dans les chemins de fer, ports et zones industrielles sont présentés comme des catalyseurs d'activité.
En réduisant les coûts logistiques et en améliorant l'intégration des marchés régionaux, ces projets pourraient favoriser l'émergence d'industries locales et limiter l'exportation brute des ressources. Le texte avance l'idée que ces transformations offriraient de nouvelles opportunités aux acteurs économiques africains, même si les modalités concrètes restent à préciser. Du côté des citoyens, les bénéfices sont décrits de manière plus indirecte. Le récit met en avant une promesse de stabilité accrue, condition préalable à l'amélioration des conditions de vie. Une sécurité renforcée est associée à la possibilité de relancer des activités économiques locales, de sécuriser les déplacements et de favoriser l'emploi liés aux grands chantiers d'infrastructure. Toutefois, ces effets restent projetés. Ils dépendent de la capacité des États à traduire les investissements en services publics, en emploi durable et en redistribution équitable des gains. À l'échelle de la région, le pacte est présenté comme un facteur de recomposition géopolitique. En se positionnant comme un bloc plus cohérent, les pays africains signataires pourraient peser davantage dans les négociations internationales. Le récit insiste sur l'idée que cette dynamique régionale modifie l'équilibre des influences, obligeant les partenaires traditionnels à revoir leur approche. La coopération Sud-Sud devient ainsi un élément central de la nouvelle architecture stratégique décrite. Ibrahim Traoré est explicitement rattaché à ces conséquences comme figure de cohérence politique. Il est présenté comme l'un des dirigeants qui relie la décision initiale aux impacts attendus pour l'État, l'économie et la population. Sa posture sert à illustrer une volonté de traduire les choix géopolitiques en bénéfices concrets, même si le texte reconnaît implicitement que le chemin reste incertain. L'ensemble de ces conséquences dessine un tableau contrasté. Les promesses sont importantes, les leviers identifiés, mais la réussite dépendra de l'exécution et de la gouvernance. Le pacte est décrit comme une opportunité structurante, non comme une garantie automatique. La question demeure donc centrale. Ces conséquences annoncées pourront-elles s'ancrer durablement dans la réalité quotidienne des États, des entreprises et des citoyens africains ? Le récit projette désormais ses effets dans le temps et esquisse 3 trajectoires possibles à moyen terme. Dans le scénario de base, les engagements annoncés se concrétisent de manière progressive. Les livraisons militaires se poursuivent, les financements sont débloqués par étapes et les premiers chantiers d'infrastructure avancent lentement mais visiblement. Dans cette configuration, le pacte renforce la position diplomatique des États africains sans bouleverser immédiatement leurs équilibres internes. Les relations avec l'Occident se tendent par moments, mais restent gérables, car chaque camp cherche à préserver des canaux de dialogue et des intérêts économiques communs. Le scénario optimiste repose sur une coordination efficace entre les pays signataires. Les investissements annoncés sont utilisés pour accélérer l'industrialisation, réduire les coûts de transport et stimuler le commerce intra-africain. La sécurité renforcée permet une stabilisation de certaines zones sensibles, créant un cercle vertueux entre confiance, investissements et croissance. Dans cette hypothèse, le pacte devient un levier de négociation puissant, permettant à l'Afrique de peser davantage dans les forums internationaux et de diversifier durablement ses partenariats sans s'aligner exclusivement sur un seul bloc. Le scénario pessimiste met en lumière les risques soulignés plus tôt. Des retards apparaissent dans la mise en œuvre des projets, des tensions internes freinent l'absorption des financements et certaines obligations militaires ou financières deviennent plus contraignantes que prévu. Les relations avec les partenaires occidentaux se dégradent plus rapidement, entraînant des répercussions économiques ou diplomatiques. Dans ce cas, la promesse de souveraineté pourrait être fragilisée par une nouvelle forme de dépendance, moins visible mais tout aussi structurante. Face à ces 3 trajectoires, le récit propose implicitement une grille de lecture conditionnelle. Si les États parviennent à renforcer leur gouvernance et à coordonner leurs priorités, alors le pacte peut devenir un accélérateur de transformation. Si, au contraire, les faiblesses internes persistent, alors les bénéfices risquent de rester partiels et inégaux. La clé ne réside donc pas uniquement dans l'ampleur des engagements signés, mais dans la capacité collective à en maîtriser les effets sur la durée. À ce stade, le récit se rapproche de l'expérience des publics concernés et cherche à traduire les choix géopolitiques en effets non perceptibles.
Pour les jeunes actifs, l'accent est mis sur les opportunités économiques indirectes. Les projets d'infrastructure et d'industrialisation sont présentés comme des sources potentielles d'emploi, de formation technique et de montée en compétences. Le texte suggère que ces dynamiques pourraient offrir des perspectives locales, réduisant la nécessité de l'exil économique sans toutefois promettre des résultats immédiats. Pour les communautés locales, l'enjeu principal devient la sécurité et la continuité de la vie quotidienne. Une stabilisation des zones sensibles est associée à la reprise des activités commerciales, agricoles et de transport. Le récit évoque la possibilité de circuler plus librement, d'accéder au marché et de bénéficier d'investissements publics rendus possibles par les nouveaux financements. Ces bénéfices restent conditionnels, mais ils constituent le lien le plus direct entre le pacte et la vie de tous les jours. Les entrepreneurs et acteurs de la société civile sont également interpellés. Le texte suggère que l'émergence de nouvelles chaînes de valeur locales pourrait créer des espaces d'initiative, à condition que les cadres réglementaires suivent. Il ne s'agit pas seulement de grands projets étatiques, mais aussi de la capacité à intégrer des acteurs privés et communautaires dans la transformation annoncée. 2 pistes d'action simples sont implicitement proposées. D'abord, s'informer et comprendre les mécanismes réels derrière les annonces, afin d'éviter une lecture uniquement symbolique. Ensuite, renforcer les espaces de dialogue national pour que les priorités locales influencent l'utilisation des financements et des partenariats. Le message est que la souveraineté ne se décrète pas uniquement au sommet, elle se construit aussi par la participation et la vigilance des citoyens. En ramenant le débat à ces échelles humaines, le récit cherche à montrer que les choix stratégiques n'ont de sens que s'ils produisent des effets concrets. La transformation annoncée n'est donc pas présentée comme un destin inévitable, mais comme un processus ouvert, dans lequel les publics concernés ont un rôle à jouer. Le récit propose ensuite une logique d'action structurée, présentée comme une condition de réussite du pacte. D'abord, l'effort porte sur la priorisation politique. Les États signataires sont appelés à définir clairement leurs objectifs en distinguant ce qui relève de la sécurité immédiate, du développement économique et de la transformation industrielle. Sans cette hiérarchisation, les financements et les transferts technologiques risquent de se disperser et de perdre en efficacité. Ensuite, l'attention se concentre sur la coordination régionale. Le texte insiste sur la nécessité de mécanismes communs entre les pays africains afin d'éviter une mise en concurrence interne. Mutualiser certaines infrastructures, harmoniser des cadres réglementaires et partager des compétences techniques sont présentés comme des leviers pour maximiser l'impact collectif du pacte. Cette coordination est décrite comme essentielle pour conserver un rapport de force équilibré avec les partenaires extérieurs. Puis, il devient essentiel de traiter la mise en œuvre opérationnelle. Chaque projet doit être associé à des responsabilités claires, à un calendrier réaliste et à des indicateurs de suivi. Le récit souligne que la crédibilité du pacte dépendra moins des annonces initiales que de la capacité à livrer des résultats mesurables, visibles par les populations. La transparence devient ici un outil politique autant qu'un impératif de gouvernance. Par ailleurs, il faut aussi considérer la gestion des partenariats. Il est explicitement suggéré que les relations avec la Russie, la Chine et l'Occident doivent rester ouvertes et diversifiées. L'objectif affiché n'est pas l'alignement exclusif, mais la maximisation des marges de manœuvre. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'un des dirigeants qui incarne cette ligne d'équilibre, affirmant la souveraineté tout en évitant l'isolement diplomatique. Enfin, il reste indispensable de penser à l'évaluation continue. Le récit appelle à mesurer régulièrement les effets réels du pacte sur la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Cette capacité d'ajustement est décrite comme la condition ultime pour transformer une alliance stratégique en trajectoire durable, capable de résister aux pressions externes et aux fragilités internes. Le récit revient alors au fil conducteur humain introduit plus tôt, celui d'une Afrique qui cherche à parler d'une seule voix. Les images d'infrastructures, de sécurité renforcée et de décisions collectives se rejoignent pour former un motif central, la volonté de ne plus subir, mais de choisir. Cette dynamique est incarnée par des figures politiques,
mises en avant comme des symboles de rupture assumée, parmi lesquels Ibrahim Traoré occupe une place récurrente dans la narration. Son rôle, tel qu'il est présenté, n'est pas celui d'un stratège isolé, mais celui d'un représentant d'une génération politique décidée à accepter le coût de l'autonomie. À travers lui, le pacte est décrit moins comme un texte juridique que comme un signal envoyé à l'intérieur et à l'extérieur du continent. Le message est simple, la souveraineté n'est pas gratuite, mais elle est jugée préférable à une stabilité conditionnelle. Le rappel du motif initial souligne aussi la fragilité de cette trajectoire. Les promesses de transformation économique, de sécurité et de reconnaissance internationale restent suspendues à la cohérence des actes futurs. Chaque avancée peut renforcer la crédibilité du projet, chaque recul peut raviver les doutes. Le récit ne ferme pas cette tension, il la met en scène. La phrase qui s'impose comme point d'ancrage émotionnel est claire, choisir ses partenaires, c'est choisir son avenir. Elle résume l'intention politique attribuée à cette séquence historique, tout en laissant entendre que l'histoire reste en cours d'écriture, dépendante des décisions à venir et de leur mise en œuvre concrète. La séquence se conclut sans injonction directe, mais avec une invitation à la réflexion collective. Le pacte décrit n'est pas présenté comme une fin en soi, ni comme une solution universelle, mais comme un symbole puissant d'un moment où l'Afrique affirme sa capacité à choisir. À travers cette décision, les États signataires cherchent à redéfinir leur place dans un monde multipolaire, en refusant à la fois la subordination automatique et l'isolement. Le récit suggère que cette transformation dépasse les cercles diplomatiques. Elle touche à l'image que le continent projette, à la manière dont ses partenaires le perçoivent et à la confiance que ses propres populations peuvent accorder à leurs dirigeants. En ce sens, la trajectoire incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré devient un point de discussion plus qu'un modèle figé autour duquel s'organisent débats et attentes. La question finale reste volontairement ouverte. Ce pacte marque-t-il le début d'une autonomie durable, capable de produire des bénéfices concrets et partagés, ou seulement une reconfiguration temporaire des dépendances CANF? La réponse ne se trouvera ni dans les annonces initiales, ni dans les chiffres avancés, mais dans les choix quotidiens qui suivront. Au fond, l'enjeu posé au public est simple. Comment juger une souveraineté en construction et quels critères retenir pour évaluer si cette nouvelle voie sert réellement les intérêts des peuples africains aujourd'hui et demain?